Bonjour. Donc aujourd'hui, on va traiter le module couche liaison de données du cours réseau informatique. Je suis Sofiane Mhatli, l'instructeur de cette session. C'est le module 6 en fait. Donc l'objectif de ce cours, c'est de décrire l'objectif de la fonction de la couche liaison de données pour préparer la transmission d'une communication sur un support spécifique. En fait, on a traité jusqu'à maintenant le modèle OSI, on a vu les 7 couches et pour la dernière séance, on a vu la couche, ce qu'on appelle physique, le canal de transmission, les canaux de propagation, les câbles, les pertes SAD, etc., la différence entre eux. Aujourd'hui, c'est juste la couche supérieure, c'est la couche ce qu'on appelle la couche MAC, hein, c'est la liaison de données. Et donc, on va décrire la topologie des réseaux, donc on va décrire les différentes caractéristiques et méthodes de contrôle d'accès. Réellement, lorsqu'on va se communiquer ensemble sur le canal de propagation, il y a des méthodes d'accès qui vont faciliter la connexion dans des topologies LAN et WAN. Et bien sûr, on va introduire ce qu'on appelle la trame de liaison de données. On appelle ça la trame Ethernet. Donc, et le protocole Ethernet, généralement, qui gère cette couche. Voilà, donc réellement, vous avez une communication euh, entre un client et un serveur, hein. Voilà, ici le client, ici le serveur. Les deux machines doivent avoir les deux un même adressage, hein. Comme vous voyez ici, c'est l'adressage, c'est combien? Dans notre cas, c'est le 192.168.1.0 slash peut-être 24. Voilà, c'est comme ça. Donc, nous sommes dans la même plage, mais réellement, la communication sur le support physique, c'est du domaine électrique réellement. Mais sur la couche de liaison, juste avant le domaine électrique, donc on parle de la trame. Et donc, cette trame-là, elle est constituée de quoi? Elle est constituée, comme vous voyez ici, d'une adresse IP destination, c'est la destination, d'une adresse IP source, vous voyez ici, donc c'est l'adresse IP source, et voilà, donc quelque part, vous avez l'adresse, en fait, MAC, destination, l'adresse MAC source et l'adresse IP destination, ou source et l'adresse IP destination. Et bien sûr, quelque part ici, vous avez ce qu'on appelle euh, la charge utile, hein. Donc voilà, c'est ça la charge utile. Donc la charge utile, c'est les données qu'on va l'envoyer sur notre tenant. Vous voyez? Donc ce sont les données envoyées essentiellement sur notre tenant. Voilà. Euh, OK. Donc, la couche liaison de données est responsable à la communication entre les cartes d'interface réseau du périphérique final. Elle permet au protocole de couche supérieure d'accéder au support de couche physique. On parle ici de la encapsulation des paquets IPv4 et IPv6 dans des trames de couche 2. Donc, c'est l'encapsulation. Et là, on peut effectuer également la détection des erreurs et on rejette les trames, bien sûr, corrompées. Voilà, toujours au niveau de cette couche. Voilà, donc là, on parle de la fonction de la couche liaison de données, hein. Donc, on a déjà détaillé l'autre fois la couche, comme vous voyez ici, la couche physique. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur cette couche qui est la couche liaison de données. Et donc, là, on a des sous-couches, hein. Donc, des sous-couches MAC et des protocoles LLC
voilà, qui régit cette couche. Donc, on définit essentiellement les protocoles Ethernet. Voilà. Pour les réseaux, essentiellement le réseau les réseaux locaux, on définit généralement le protocole Ethernet qui régit la communication entre, bien sûr, les machines et les terminaux. Voilà, donc que ce soit sur des supports physiques de type Fast Ethernet. Le Fast Ethernet, c'est 100 mégabits. Le Gigabit Ethernet, c'est 1 gigabit. Sinon, on peut parler aussi du réseau WLAN, des WPAN. Bien sûr, là, on définit le réseau sans fil. Là. Et donc, vous voyez, donc, le bouton 2.11, A, B, G, N, etc. Ça dépend des débits, indoor ou outdoor. Et donc, là, où le WPAN, ce sont les réseaux comme le temps personnel, comme le Bluetooth, le RFID, etc. Donc, tous ces réseaux-là, on peut s'en gérer essentiellement par la couche liaison de données ou la couche 2 du modèle objet. Donc, ici, c'est la couche 1, la couche 2, et là, c'est la couche 3 du modèle objet, en fait. Donc, la couche LLC, c'est Logical Link Control, et la couche, l'autre, c'est le contrôle d'accès de support Mac. Donc, c'est une sous-couche LLC qui communique entre les logiciels de mise en réseau sur la couche supérieure. Hein. Donc, l'idée ici, elle va faciliter la communication ici, avec bien sûr le support physique. Donc, c'est une couche comme étant intermédiaire entre le couche réseau. Donc là, on a l'aspect, ce qu'on appelle encapsulation du paquet IP dans un tram Ethernet. C'est ça l'idée. L'idée dans les couches, on parle de la encapsulation, c'est-à-dire vous lui donnez son encapsulé, c'est-à-dire on va ajouter quelque part une en-tête et une en-tête, et voilà, ça devient une trame Ethernet. Voilà. Donc, la fonction de la couche liaison de données, donc, elles fournissent l'accès au support. Donc, les paquets échangés entre les nœuds, ils peuvent rencontrer de nombreuses couches de liaison de données et transitions de support. Et donc, à chaque saut, saut, qu'est-ce que on a un routeur qui exécute quatre fonctions de base de couche 2. Donc, il accepte une trame d'un support réseau et il dit encapsule euh, des encapsulations de la trame pour exposer le paquet encapsulé. On va réencapsuler le paquet dans une nouvelle trame et il va transmettre la nouvelle trame sur le support de segment suivant. Voilà, donc euh, la fonction de la couche de liaison de données, donc on a plusieurs protocoles qui régissent cette couche. Donc il y a les protocoles I3E, ITUI, ISO aussi et autres. Ce sont tous des normes internationaux qu'on utilise souvent dans le domaine réseau. Après, on va voir les topologies physiques et logiques rencontrées dans notre réseau. Donc la topologie d'un réseau constitue de l'organisation et la relation entre les périphériques réseau et les interconnexions existant entre eux. Il comprend deux différents types de topologies. On a des topologies physiques et des logiques. Donc, la topologie physique, elle consiste à un affichage de connexions physiques entre les différents périphériques interconnectés. Et pour la connexion logique, elle identifie la connexion virtuelle entre le périphérique à l'aide d'interfaces de périphérique et un schéma réseau IP. On a aussi dans les topologies WAN, il existe trois topologies, donc trois architectures hein, euh, physiques qu'on peut les utiliser. Il y a les architectures point à point. Donc le point à point, c'est quoi? C'est que la topologie LAN, WAN la plus simple et la plus courante. C'est-à-dire point à point entre un terminal et une source et une destination. Elle se compose d'une liaison permanente entre ces deux terminaux. On a la topologie Hub and Spoke, c'est une version de WAN de la topologie en étoile dans laquelle un site central
connecte entre eux les sites du filiale à l'aide de liaisons point à point. Voilà. OK. Et on a, pardon, on a les sites maillés, ces technologies, cette topologie, elle offre une haute disponibilité, mais elle nécessite que tous les systèmes finaux soient connectés entre eux. Voilà quelques exemples, hein. Donc là, c'est une topologie point à point. Donc deux routeurs à travers un réseau WAN, l'intermédiaire. Donc les topologies point à point physique connectent directement deux nœuds. Les nœuds n'ont pas besoin de partager le support avec d'autres hôtes. En outre, toutes les trames du support ne peuvent se déplacer que vers ou depuis les deux nœuds. Les protocoles WAN point à point peuvent être très simples. Oui. Donc là, on définit d'autres topologies, hein. Comme vous voyez, il y a la topologie en bus, mais il y a des inconvénients en fait sur ces topologies-là. S'il y aura des problèmes ici, donc il y aura des ruptures entre ce compartiment et ce compartiment et ce compartiment. Donc, bon, peut-être il va engendrer des problèmes, n'est pas, c'est pas les bonnes. Donc, dans les bonnes pratiques, on évite généralement les topologies en bus. Il y a aussi les topologies en étoile. Donc là, il y a un concentrateur quelque part ici. Donc, il va gérer toutes les machines. Et donc là, bon, c'est possible. Donc, on l'utilise souvent. Et il y a c'est l'étoile étendue. Donc, c'est comme étant un étoile en bus, hein. Voilà. Il y a aussi le ring. Le ring, c'est aussi recommandé de la fibre, en fait, entre ces différents éléments. On appelle ça un anneau. Donc, la communication entre les deux animateurs et un récepteur est peut-être en deux modes. Il y a le mode simplex et le mode full duplex. Donc, le simplex ou le demi-duplex, c'est-à-dire c'est dans un seul sens, source-destination. Donc, il autorise un seul appareil à envoyer ou à recevoir à la fois sur un support partagé. Il est utilisé dans les anciennes topologies en bus et avec des concentrateurs Ethernet. Voilà. Après, on a les communications full duplex ou mode duplex intégral. Donc, il y aura une communication 2 à 2 entre les périphériques qui peuvent simultanément transmettre et recevoir des données sur le support. Et donc, les commutateurs Ethernet fonctionnent en mode duplex intégral. Voilà. On a aussi les méthodes de contrôle d'accès avec, donc, il y aura l'accès avec gestion de conflit. Donc, tous les nœuds fonctionnent en mode semi-duplex, sont en concurrence pour utiliser le support. Voici quelques exemples. Donc, le processus d'accès multiple avec écoute de porteuse, on appelle ça le CSMACD, c'est-à-dire lorsque deux l'envoient en même temps, donc je vais détecter des collisions et le processus d'accès multiple avec écoute de porteuse et détection de collisions. On utilise souvent sur les réseaux WLAN. Et donc là, pour le contrôle d'accès, donc on a des accès déterministes où chaque nœud a son propre temps sur le support et on utilise souvent donc des protocoles comme le TP-Ring et le ARCnet. Donc, c'est quoi le CSMA-CD? C'est utilisé généralement par les anciens réseaux locaux Ethernet. Elle fonctionne en mode demi-simplex. Le processus d'accès multiple avec écoute de porteuse et donc détection de collision. Pour déterminer à quel moment un périphérique peut envoyer des données et ce qui doit se produire lorsque plusieurs périphériques envoient des données au même moment. Il y a aussi le processus de détection des collisions, c'est MACD, donc il y aura les périphériques, ils détectent les collisions et chaque périphérique qui transmet des données tient compte du temps dont il a besoin pour la transmission. Il y a aussi le CSMACA. Le CSMACA, c'est donc est utilisé généralement par pardon, par le protocole du Wi-Fi WLAN
ou le WAN, ce qu'on appelle WLAN 802.11.11. Donc, elle fonctionne en mode simplex et où un seul appareil envoie et reçoit à la fois. Le processus CSMA-CA, c'est un accès multiple avec écoute de porteuse. Donc, mais là, on a de la prévention contre les collisions. Pour déterminer à quel moment un périphérique peut envoyer des données et ce qui doit se produire lorsque plusieurs périphériques envoient des données au même moment. Et donc, pour le processus de prévention, donc lors de la transmission, les périphériques incluent également la durée nécessaire pour la transmission des autres périphériques sur le support partagé. Donc, ils reçoivent des informations de la durée du temps. Ils savent combien de temps le support sera indisponible. Après, on va définir la trame. Donc, la trame, c'est quoi? C'est tous les protocoles de la couche liaison donnée. Il encapsule, on a dit, l'unité de données dans l'entête et dans laquelle la file d'attente de bande pour se former une trame. La trame de liaison de données est constituée de trois éléments. On a l'entête. Les données, c'est la charge utile et la file d'attente. Et donc, les champs d'entête et de queue de bande varient en fonction du protocole de la couche liaison de données. On a déjà vu hein, le 3E, le W, Wi-Fi ou autre WLAN, etc., ou le WPAN. Et donc, la quantité d'informations de contrôle requises dans la trame varie pour répondre aux exigences de contrôle d'accès et de la topologie logique. OK. Voilà un exemple. Euh, Comme vous voyez ici, un exemple concret de la trame Ethernet. Donc, vous voyez ici, donc, on a la trame, il y a l'entête. Voilà, le header, c'est l'entête. Donc, constitué par le début de trame, de type, de section de contrôle. On a le paquet IP avec ici, ce sont des datas et vous avez le queue ici, donc on a des flags, on appelle ça pour la correction, détection des erreurs et bien sûr le fin, un bit ou indicateur de fin de trame. Voilà. Donc, les adresses de la couche de 2, également appelées adresses physiques, hein, ils constituent dans l'entête du tram, utilisées uniquement pour la livraison locale d'un tram sur la liaison. Donc là, local, là. Donc ici, c'est ça l'idée. Et donc, ils peuvent mettre les mises à jour de chaque périphérique qui transmet la trame. Voilà. Donc, il y a des LAN et WAN. La topologie logique qu'on a déjà vu détermine le protocole de liaison. Donc, ça dépend de la couche liaison des données qu'on va utiliser. Ça, il reflète le protocole qu'on va choisir. Donc, on a des protocoles de type Ethernet. Il y a le protocole 802.11 et pour les réseaux sans fil. Il y a bien sûr des variétés dans les réseaux sans fil. Il y a le A, le G, le N, etc. Il y a les réseaux, le protocole point à point. Il y a le protocole HDSC, Frameray. Mais le plus connu, c'est ces deux-là. Voilà. Chaque protocole effectue un contrôle d'accès au support pour les topologies logiques, bien sûr, spécifiques. Qu'est-ce qu'on a pris dans ce module? Donc, la couche liaison de données, c'est une couche du modèle OSI du niveau 2. La couche est responsable à la communication entre les quatre réseaux, voilà, les cartes network cards. Et il y a des protocoles, les fameux protocoles I3E utilisés 802.11. Il y a deux protocoles ou deux sous-couches qui s'appellent LLC et MAC au niveau de la couche 2. Quoi d'autre? Donc, les deux types de liaisons utilisées, de topologie utilisée dans le réseau LAN et ensemble physique et logique.
Il y a trois types de topologie Wi-Fi physique courant. C'est le point à point, le hub and spoke et maillé. Les communications en mode simplex ou ce qu'on appelle semi-duplex, échange des données dans une direction, pardon, dans une direction à la fois mode duplex intégral, on voit et reçoit les données simultanément, on appelle ça full duplex. Donc, dans le réseau multi-accès avec gestion de conflits, tous les nœuds, euh, tous les nœuds, comme vous voyez, euh, donc dans le réseau multi-accès avec gestion de conflits, tous les nœuds fonctionnent en semi-duplex. Il y a des exemples de méthodes de réseau d'accès de gestion, CSMACD, on a CSMACA. La trame de liaison de données comprend trois éléments de base, en tête, données et queue de bande. Les champs de trame incluent donc des indicateurs de débit de trame, d'arrêt de trame, ce qu'on appelle la fin de trame, l'adressage, le type, le contrôle et la détection des erreurs. Les adresses de liaison de données sont également appelées adresses physiques et les adresses de liaison de données ne sont pas utilisées que pour livraison locale des trains de liaison. Voilà grosso modo ce module. Donc, bonjour. Donc, voilà, c'est la suite du cours. Donc, on va commencer par, donc, on va travailler sur la couche liaison de données, essentiellement ce qu'on a déjà vu dans la partie théorique, la couche MAC. Et donc, on va commencer par pratiquer un peu sur le protocole Ethernet, les adresses MAC, etc. Donc, on va commencer tout d'abord par l'installation d'un outil puissant qu'on utilise souvent dans les réseaux qui s'appelle Wireshark. Donc, tous ces documents, je vais les partager par, bien sûr, dans votre Moodle. Donc là, donc, on va commencer par les travaux pratiques et donc on va commencer avec l'installation de Wireshark. Donc, le Wireshark, c'est un logiciel gratuit. Donc, c'est un analyseur de protocole qui permet d'analyser des paquets. Donc, on l'utilise souvent pour dépanner les réseaux. Il effectue des analyses. On peut développer des logiciels et des protocoles et s'informer sur l'état de notre réseau essentiellement. Donc, l'analyseur de capture donc en fait chaque unité de données qu'on appelle PDU, unité de données de protocole, des flux de données qui circulent dans le réseau, qui permet de décoder et analyser leur contenu conformément aux spécifications EFC. Donc, cet outil est utile pour toutes les personnes intervenant au niveau des réseaux. Vous pouvez vous en servir dans le cadre de plupart des travaux pratiques du cours CCNA. Donc, CCNA, c'est un cours de Cisco pour la certification Cisco. Et donc, les instructions du travaux pratique contiennent donc, les travaux pratiques contiennent des instructions qui permettent de télécharger et installer Wireshark. Voilà. Donc, pour télécharger Wireshark, il faut aller sur le site web wireshark.org. Donc, avant d'aller sur le logiciel, donc je vais aller sur créer une machine. Donc, j'ai quelque part sur Azure, donc une machine virtuelle que je vais exploiter, comme vous voyez ici. Donc, j'ai une machine, je vais aller, mais cette machine, c'était une machine de test, en fait. J'utilise souvent pour tester dans des logiciels, etc. Donc, il est running sur l'environnement cloud, en fait. Voilà. Donc, là, c'est la VM. Il est grisé. OK. Donc, j'ouvre le RDP. Donc, c'est l'adresse IP publique. Hop. Donc, là, j'utilise le login. Un, un. OK. Voilà. Voilà la machine. Cette machine de test. Donc, là, dans le TP, donc, il va nous donner les étapes. Donc, on va visiter wireshark.org. Et là, je vais installer. Donc, la première étape, c'est installer le Wireshark. Donc,
On va visiter le site. Donc, le lab, c'est guidé. Donc, il va vous aider à télécharger le logiciel, bien sûr, étape par étape. Il n'y a pas de problème. Donc là, si je suis sur la machine, donc j'ouvre le navigateur. Et sur le navigateur, je vais chercher ce qu'on appelle le site Wireshark. Bon, là, je vous connecte sur Wireshark. Donc là, je me connecte. Je tape Wireshark. Voilà le site. Donc, vous pouvez chercher quelque part un lien pour le téléchargement. Donc, voilà, download Wireshark now. Voilà. Donc, c'est le site, hein. Donc là, quelque part, les versions stables. Il dit Windows 64 installer. Je le télécharge. Il est en cours, voilà. Il est en cours de téléchargement. Mhm. Elle est là, donc dans le dossier download ou dans le dossier de téléchargement. Donc, on va l'installer automatiquement. Voilà. Double-clic. Next, 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 next. Là, je vais installer une icône sur le bureau. Next. Et voilà. Next. Install. Donc, il va faire l'installation. On va le suivre, hein. Voilà. I agree. Il a des restrictions, mais j'ai pas besoin. Install. Il est en cours, hein. Donc, peut-être on va gagner un peu de temps. Donc, une fois on en va installer Wireshark dans l'étape 2, donc il va vous donner toute la liste des étapes, hein, donc d'installation. Voilà, donc cette task, c'est sur l'installation, ce qu'on a déjà fait. Next et finish. Voilà, next et finish. Donc, le logiciel il est bien installé. Maintenant, on va compléter. Donc, une fois on a fait installer Wireshark, on va utiliser Wireshark. Donc, voilà.
Donc là, donc voilà, une petite typologie, hein. Il y aura certainement Internet. Voilà ici ma machine. Donc c'est le LAN. Peut-être il y aura d'autres LAN hein, qu'on peut l'ajouter pour le superviser avec le Wireshark. Donc c'est juste créer une petite topologie. Donc dans ce cas, ici le default gateway, dans notre cas d'étude, ce sera mon routeur Internet. Donc ici c'est le routeur Internet. Voilà. Et là, c'est le LAN. Donc, le LAN, c'est un réseau, hein. Donc là, c'est un réseau. LAN, c'est la machine physique, en fait. Donc, je peux définir ici la machine physique. Là, peut-être des autres machines physiques ou d'autres machines VM. Voilà. Pour moi, j'ai cette topologie, au moins cette topologie pour tester avec le réseau Internet, bien sûr. Voilà. Donc, c'est l'infrastructure à préparer, bien sûr. Donc, euh, euh, donc, il y aura de la capture du trafic ICMP local, ICMP local, c'est-à-dire sur ces machines-là, et ICMP distant sur Internet. Donc, on a ce scénario. ICMP, c'est le protocole Internet Control Message Protocol. Donc, c'est ce protocole-là, il s'appelle Internet Control Message Protocol. Le but de ce protocole, c'est-à-dire lorsque je vais faire une connectivité à une machine, donc voilà, je vais faire une connectivité comme ça. Je vais tester la connectivité à cette machine. Il y aura quelque part une réponse. Donc là, je vais faire un ping de connectivité. Et dans le sens inverse, j'ai une réponse. Généralement, cette réponse, elle est gérée par ce protocole-là, ce qu'on appelle le ICMP. Voilà, c'est ça l'idée. Donc là, Wireshark est analyseur de protocole. Donc, il va analyser les paquets. Il est utilisé pour, comme j'ai dit, dépanner les réseaux, effectuer des analyses, développer, etc. Euh, donc là, dans ce coup, on va l'utiliser pour capturer les adresses IP, des paquets de données ICMP et des adresses MAC. Donc, c'est ça l'objet de notre cours là. Donc, on va capturer les adresses MAC des trafics Ethernet. Donc, on a un ordinateur donc avec accès à Internet. Donc, l'accès à Internet, il est là, comme vous voyez ici. Donc, il est bien. Donc là, je peux tester la connectivité. Donc, je peux faire ici un ping, par exemple, google.com. Voilà, il y aura une bonne réponse à partir de Google à partir de notre machine. Donc, l'Internet, il est bien connecté. C'est juste pour un test de connectivité. Des ordinateurs, bon, je peux utiliser une seule machine hein, Donc là, il dit, on peut capturer, analyser les données avec Wireshark. Donc là, je vais récupérer l'adresse de ma machine avec une commande qui s'appelle ipconfig/rin. Donc ipconfig, c'est une commande qui va vous donner l'adresse IP, comme vous voyez ici, c'est l'adresse IP locale de la machine. Donc là, c'est donc cette VM, c'est une VM sur Azure, en fait, gérée par le cloud. Donc là, cette adresse IP avec un masque sur 24 bits et avec, bien sûr, un gateway 10.0.0.1. Voilà, c'est le gateway par défaut, la passerelle par défaut. Voilà. OK. Après, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc, il dit, on va faire un renew. C'est quoi le renew? Voilà, l'idée, ipconfig, je peux faire point d'interrogation, hein. Comme vous voyez ici, il y a beaucoup de, comme vous voyez, lorsque j'utilise le point d'interrogation, il va me donner toutes les options qu'on peut l'utiliser avec le ipconfig. Hier, il y a le renew.
Le renew, c'est renouvellement, c'est-à-dire dans certains cas, lorsque vous travaillez dans un réseau où il y a un DHCP, on a expliqué l'autre fois dans le chapitre réseau IP, le DHCP serveur. Le DHCP, c'est un équipement réseau qui va faire l'affectation ou l'assignement des adresses IP de façon dynamique. Vous voyez? Donc, il y aura quelque chose de dynamique. Et donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est que comment je vais affecter ça? Peut-être la machine n'a pas eu la chance d'avoir une adresse IP. Je fais un renouvellement. C'est ça l'idée. Donc, peut-être vous avez cette machine. Il y a quelque part peut-être là, un DHCP server, un DHCP server. Et donc là, je vais faire un renew. Un renouvellement. Le renew, c'est que cette machine va envoyer en diffusion pour avoir une adresse IP privée, voilà, une adresse IP à partir du DHCP. Donc, c'est ça l'idée. Dans notre cas, il a bien eu cette adresse, donc, mais je peux le faire. Hein. Donc, slash renew, pardon, renew, renew, il y a une deuxième, renew, voilà. Donc, il va faire la configuration, reconfigurer ça. Voilà, la première adresse est toujours valide. Hein. Donc, il a eu euh, une adresse. Si cette adresse elle a été octroyée à une autre machine, peut-être il va avoir l'adresse 10.0.0.5. Voilà. Donc, celle-là, c'est bon. Mhm. Donc là, la question, c'est quoi? Donc, il dit noter l'adresse IP et son adresse MAC. Donc, quelle est donc l'adresse IP, c'est celle-là. L'adresse MAC, pour obtenir l'adresse MAC, on peut avoir il y a blocage. Hein. Hmm, hmm. Donc, CTP, c'est bon. Il y a un petit blocage sur la VM. Hmm, ah, j'ai quelques ralentis. Sur la VM, j'ai quelques ralentis, donc je vais vérifier. Je vais se déconnecter. Déconnecter de nouveau. Hmm, hmm, ok, voilà. Donc, voilà. Je vais faire ipconfig slash all. Et vous voyez ici, donc là, l'adresse physique. Et donc, je peux noter ça. Je peux, sur ma machine, je peux fermer ça. Pas besoin, tout ça. Je peux ouvrir un fichier texte. Et j'ai dit, voilà, IP. Donc, c'est combien? C'est le MAC. C'est cette ligne-là. Et cette ligne-là. Et quoi d'autre? Cette ligne-là. Avec l'adresse IPv4. Quelle est l'adresse IPv4? C'est celui-là. Voilà. Donc voilà, j'ai noté. Donc on a noté, bien noté.
l'adresse IP de la machine et l'adresse MAC demandée. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il a besoin? Après, donc, demander à un ou plusieurs membres de l'équipe de fournir l'adresse IP de leur ordinateur de le donner et leur donner l'adresse IP de votre ordinateur. Ah, voilà. Donc, il a besoin, puisqu'on a dit dans cette topologie, il faut prévoir d'autres machines. Bon, dans notre cas de figure, donc chaque utilisateur ici va demander l'adresse IP de cette machine, seulement l'adresse IP, on n'a pas besoin d'adresse MAC. Voilà, c'est possible. Donc là, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va accéder à Wireshark. Donc, double-clic sur l'interface souhaitée, tu vois. Donc, on va accéder à Wireshark. Juste, je vais vous montrer comment utiliser. Donc, Wireshark, il est là. Il est là. On lance Wireshark. Voilà. C'est ça notre logiciel hein, qu'on a installé. Il dit, voilà. Réellement, on a combien de cartes réseau? On a deux. Il y a l'adaptateur follow pack et on a le Ethernet. Vous voyez, le Ethernet, c'est cette carte réseau-là. Comment déterminer que c'est une carte Ethernet? C'est à partir de là. Vous voyez, c'est la carte Ethernet. C'est cette carte-là. C'est bien noté, hein? Cette carte-là. Voilà. Donc, c'est cette carte physique. Voilà. Et donc, comment dirais-je? Donc, on va choisir cette carte. On va faire une écoute réellement. Qu'est-ce qu'on va faire? Une écoute sur cette carte. Donc, l'ITP il est bien guidé, comme vous voyez. Donc, il va dire que double-clic sur l'interface security pour démarrer la capture de ce paquet. Et il dit assurer que l'interface souhaitée a du trafic. Pour vérifier le trafic, vous voyez ici, il y a du trafic. Hein. Donc, je vais faire un double-clic. Et voilà, donc, comme vous voyez ici, il y a la source, il y a des destinations, il y a beaucoup de sources, beaucoup de destinations. Donc, d'ailleurs, je trouve la source, c'est 10004, c'est ma machine, hein, donc ma machine physique. Donc là, il dit, voilà, les informations commencent à défiler dans la section supérieure dans Wireshark. Les lignes de données s'affichent de différentes couleurs selon le protocole. Donc, si on a là plusieurs protocoles, comme vous voyez, là, il y a des lignes vertes, des lignes avec d'autres couleurs sur votre euh, portail ici. Hein. Voilà. Voilà. Comme ça sera plus clair. Hein. Mhm. Voilà. Donc, vous avez, OK. Et après, donc on peut appliquer un filtre pour faciliter l'affichage et la manipulation de données capturées. Donc, on peut appliquer des filtres ici. Hein. Vous voyez des filtres, par exemple. Juste, oh, je dis, par exemple, TCP. Vous voyez, TCP. Ça dépend du protocole. Hein. Par exemple, je travaille, par exemple, ICMP. Vous voyez? Donc, je peux chercher le protocole ICMP, FTP. Et ça dépend hein, si on a du FTP ou FTP ou non, HTTP. Donc, ça dépend du protocole applicatif qu'on va utiliser. Mais là, donc, dans le cadre de travaux pratiques, nous concentrons uniquement sur l'affichage des unités PDU. Donc, on cherche les unités PDU, c'est du ping, ICMP. Donc, on va taper ICMP ici, quelque part ici. Une fois on a tapé ICMP dans la Z de filtre, au haut de Wireshark, appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur le bouton Apply. Donc là, vous avez ce bouton-là. Sinon, vous tapez Entrée. Donc, est-ce qu'il y a du trafic? Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Ce filtre
voilà, pour afficher uniquement les unités de ICMP. Ce filtre fait disparaître toutes les données de fenêtre supérieure, mais la capture de trafic, ça sera poursuivi. Accéder à la fenêtre d'invite aux commandes. Et donc là, je vais, de la même façon, je vais faire par exemple un ping d'une adresse 10.0.0. Bon, je vais faire un pic de l'adresse IP publique, puisque là, je suis, bon, peut-être sur l'adresse IP privée, hein, 0.4. J'ai une seule machine, réellement, mais dans votre cas de figure, donc vous pouvez avoir euh, plus qu'une machine, hein. Donc là, il n'y a pas de CMP. Mhm. Juste un moment. Donc là, je fais un ping et on doit avoir ce trafic-là. Vous voyez? Hum. Ah, ici un peu. Hum. Je fais ping. Ah, je sais pas, je vais le ping où? Donc, ping, moins T, pépère, moins T, 10.0.0.0.4. Donc, je vais envoyer plusieurs répliques, hein. Donc là, interface. On dit, il n'y a pas. Hum. Stop. Je vais faire un stop de capture et là, je lance la capture de numéro. Hum. Ah, le protocole. Le protocole ici un peu s'affiche pas. On va googler un peu. Voilà. Donc, googler un peu. Donc ici un peu protocole ne s'affiche pas sur Wireshark. Hmm. Bon, on va utiliser ça. Ça dépend. Hmm. Je vais vérifier, hein, parce que la machine, elle est sur Azure, en fait. Mais sur Azure, il faut ouvrir le protocole ICMP, parce que c'est sur la machine, par défaut, le protocole il est bloqué. Donc là, on doit créer des règles.
Bon, là, je vais ouvrir par exemple tous les protocoles hein, parce que je fais du monitoring. Voilà. Donc, j'ouvre tout le protocole puisque je travaille sur le protocole de cette machine. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire ici un peu. Je lance. Anglais, ça marche. Ah, toujours le même souci. Hmm. Je vais relancer le Wireshark. Close. Wireshark de nouveau. Il y a des réponses. Donc, la carte, c'est Ethernet. Donc, toujours, c'est le même problème. Hmm. Hop, c'est le Wireshark local. Ah. Il y a un souci sur le Wireshark, hein, que ça ne fiche pas. Ok, là. Hmm. Ok, c'est pas grave, hein. Donc là, Wireshark, ça marche pas. Examiner les données de pratique. Donc là, il faut faire une capture quand même. Donc on va essayer une autre capture, si vous voulez. Euh, peut-être je dois redémarrer. Je vais faire un redémarrage de la machine. Ah, je vais tenter, hein, parce que peut-être c'est Azure. Sur Azure, il bloque tous les ports. Donc, je vais faire un restart. La machine, en fait, elle est créée sur Azure et non pas sur on-premise. Donc, Azure bloque toujours les ports pour des raisons de sécurité. Et de cette façon, je dois ouvrir les ports pour qu'on puisse travailler, bien sûr. Donc, je vais faire un petit redémarrage. OK. Donc, je me connecte de nouveau. Win, win, non, win.
OK. Donc, j'ouvre Wireshark. De nouveau, c'est juste enregistrer ça. Donc, CMD. Ping. Monter. 10.0.0.4. J'ouvre Ethernet. Il dit il y aura des sessions RDP. Vous voyez? Donc, il y a de RDP, comme vous voyez. C'est l'appui détecté. Ici un peu. Ah, c'est toujours bloqué. Et là, il dit il y aura des captures, hein, paquets. Il y a des paquets et display 0%. Je vais annuler tout ça. Il y a des captures hmm, non affichées. Tu vois, il y a que des captures non affichées. Hmm. Malgré que je fais une dernière chose. Hop, ah, comme ça, on ne voit pas le RTP. Hmm. Et là, dans le support technique, qu'est-ce qu'il dit? On peut faire d'un. Donc, it's not recognized. Hmm. Hop, ça fiche pas. Pas de survey. Mais je peux détecter, voilà, voilà. Donc, la trame, il y a du RDP sur cette machine, la source vers la destination. Bon, c'est pas grave, hein. Donc, l'idée ici, c'est de faire une capture de trame. Donc, je te dis, est-ce qu'on prend le trafic. Donc, vous avez ce frame-là. Donc, ce frame-là.
Donc là, la source. Donc la source, c'est combien? Le fichier texte qu'on a déjà préparé sur le desktop. Voilà. 0022. Hmm, Voilà. Voyez ici. Voilà. Donc la source qui est le 10004. Voilà. Juste un moment. Voilà la source qui est 10004. Il a une adresse MAC. Vous voyez ici. 0022. Voilà, je vais noter ça. Elle est cette adresse-là. Elle est équivalent à l'adresse qu'on a déjà collectée tout à l'heure. Voilà. Donc, à travers le paquet Ethernet, je peux collecter avec ce Wireshark-là des informations sur le paquet envoyé à partir de la source qui est 10004. Donc là, je peux détecter que la source est 10004. Voilà. Cette source-là, elle a comme une adresse MAC, c'est l'adresse suivante. Mais j'ai une adresse de destination qui est cette adresse. Et ma destination, elle est cette adresse MAC aussi. Donc là, comme vous voyez, avec Wireshark, je peux détecter l'adresse IP et son équivalent facilement avec ce logiciel qui est ici, Wireshark. Voilà, continue. Donc là, tout ça, c'est important. Je peux faire le stop de capture. Donc là, sur Wireshark, vous pouvez faire lancement de capture avec ce bouton ou l'arrêt de capture. Voilà. Vous pouvez arrêter avec ce bouton l'arrêt de capture. Et quelque part, sur chaque ligne sélectionnée, par exemple cette ligne ou autre, par exemple cette ligne, il y aura le frame et en hexadécimal. Donc le frame, Ethernet, IPv4 ou IPv, actuellement on utilise l'IPv4, protocole de transmission TCP, le protocole, la source port. Donc la source de connexion, c'est le port 3389. C'est parce qu'on a fait du RDP réellement. Et voilà, la destination port, il y a d'autres informations. Toutes ces informations sont sur le paquet IP ou envoyé entre la source qui est ma machine physique et la destination. Quoi d'autre? Donc, examiner les données capturées qui sont générées. OK, on a déjà fait ça. Cliquez sur le paramètre de requête ici un peu. Mhm. Voilà, tout ça, cette vérification, on a déjà fait. Voilà, et il te dit, voilà, on va faire un ping, par exemple, vers Yahoo, Cisco et Google. Donc, je vais tester ping et je dois lancer la capture, en fait. Mhm. Yahoo, ping, Cisco. Donc, vous voyez ces adresses IP, hein. Lorsque je fais le ping de Cisco, je fais ping de cette adresse, Yahoo, c'est cette adresse. Ce sont des adresses IP publiques, en fait. Mhm.
Voilà. Une autre adresse que je fais le ping. Et normalement, voilà. Et voilà, c'est bien. Vous voyez, le ping, ça marche maintenant. Faut attendre, hein, parce que la machine, comme j'ai dit, par défaut, elle bloque tout. Donc, il faut patienter quand même pour que ce CMP arrive. Et donc là, j'ai fait le ping vers le 94. Donc, le 74, c'est qui? Voilà, c'est ça, c'est Yahoo. Vous voyez, 74,6. Je peux faire comme ça. Hop. Oh. Ouais, ça ne marche pas. Donc là, c'est cette adresse. On va la mettre comme ça. Hum, Hop. Voilà. Vous voyez ici. Donc, cette adresse, j'ai fait le ping. Au début, j'ai fait le ping de 174,6. Voilà. C'est comme ça, c'est plus clair, hein. Donc, j'ai fait le ping de 174. C'est de Yahoo qui correspond bien à cette ligne-là. Et voilà. Et le protocole, c'est SCMP. C'est bien. Donc, comme ça, on a bien travaillé sur le Wireshark et le test. Donc, j'ai fait un ping et j'ai reçu un écho de ce ping-là. C'est une réponse positive avec le protocole SCMP. C'est très bien. Si je teste encore, donc tout ça c'est 74, j'ai testé aussi le 172, 163 qui est là. Vous pouvez changer cette couleur. Voilà, c'est le Cisco. Donc, il va me donner une ligne pour le Cisco. C'est très bien. Donc, j'ai lancé un trafic et avec Wireshark, je peux récupérer le trafic correspondant. C'est bien. Comme ça, je peux vérifier que mon système correspond bien, il fonctionne bien sur la machine. Et donc, je peux trouver aussi, euh, voilà, d'autres. Quoi d'autre? Google aussi 142. Si vous cherchez ici, donc je peux trouver le 142, c'est le site de Google. Voilà, voilà. Et donc, ça marche bien, hein. Donc là, lorsque je choisis peu n'importe la ligne, donc cette ligne, elle va déterminer l'adresse IP source qui est le 10004 sur cette machine avec son adresse MAC le 0022 avec la destination, la machine destination. Voilà, voilà, c'est bien. Si je fais un ping local 10.0.0.4, je fais hmm, peut-être patienter. Hop, hmm,
Patienter. Voilà, comme ça, il faut patienter. Donc, il dit, le time reste un timeline bien déterminé pour arriver, mais c'est bon. Voilà. Après, on a bien déterminé les, euh, voilà, les captures des interfaces Yahoo, Cisco et Google. Voilà, il dit il y aura la traduction. Donc, cette traduction, c'est là, c'est déjà défini par, il est là, traduction DNS. Voilà, c'est ça le DNS. Entre Google et son 42. Donc, c'est un serveur DNS qui fait cette tâche. Et bien sûr, pour déterminer le serveur DNS de l'entreprise, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, je peux faire NSLOOKUP. Oui. Ah, pardon. NSLOOKUP. Donc, l'adresse DNS de cette machine, c'est le 168.63. Donc, je peux faire, par exemple, je vais faire un query de 163, 168, 168.63 sur le nom de ce service, 129.6. Non, existing domain. Ça, non. Je vais faire comme ça. Un slookup, 168, 69, 129. Lookup, 168, 163, 129, 6. Ah, c'est un domaine existant. Donc, je vais faire, par exemple, Yahoo. Yahoo.com. Voilà. Vous voyez, Yahoo.com, il a un ensemble, il se pointe sur un ensemble d'adresses IPv4, dans le 74.6.43, 143.25, des adresses IPv6 aussi. Je peux faire l'inverse, hein, un lookup de 98.137. Juste, je lance des queries, des requêtes au serveur, hein. Comme ça, je vais voir après. Voilà, donc là, c'est ça le nom du serveur. Il s'appelle Media Router sur yahoo.com. Mais là, je vais chercher un service DNS. Et voilà, ce qu'on a fait tout à l'heure, hein. On a lancé un slookup. Vous voyez ici sur le 168. Ah, c'est très bien. C'est comme ça, je peux tracer ce que je viens de faire, hein. Donc, j'ai fait un NSLOOKUP sur le 168. Il est déjà bien mentionné ici. Il dit Standard Query sur le Yahoo, hein, en fait. Mais aussi sur le Yahoo. Voilà. Donc là, c'est le serveur DNS. Là, c'est le serveur DNS. Et j'ai fait d'autres, bien sûr. J'ai fait d'autres demandes. C'est NSLOOKUP 98. Si je cherche quelque part, 98, pas encore. 98, 137. Hmm. Ou DNS serveur. Ah, il n'y a pas de DNS serveur. Hmm. Pas de 98 en fait. Hmm. La mention est seulement les queries. Hmm.
Il manque celle-là. Hmm. Il a fait seulement le serveur DNS. Ah, parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un NS lookup. Donc, toujours, on va faire le query dans le serveur, hein. Donc, toutes les queries mentionnées, vous voyez ici, c'est un résultat logique. Donc, il y a une question-réponse. Donc, je fais un query. Donc, comme vous voyez ici, je fais un query. Celui-là, c'est un query. Vous voyez? Donc, c'est un query. Toute cette ligne, c'est un standard query. Mais quelque part ici, comme vous voyez, il y a une query response. C'est ce résultat-là. Vous voyez? C'est le query response. Et si j'ouvre, par exemple, ce query response, qu'est-ce que je peux trouver? Je trouve l'adresse source, l'adresse destination. Et bien sûr, le contenu, c'est cette adresse-là. Mais il faut le chercher quelque part, hein. Answers. Donc voilà, il dit c'est un yahoo.com de type A. Voilà, ce sont des écritures hexadécimales. Donc l'idée ici, c'est que on a pu lancer des queries sur le DNS du Google, du Yahoo. Et à partir de ce qu'on appelle ce query-là, j'ai eu des réponses. Et à partir de ces réponses-là, je peux faire l'analyse de trafic, je peux recevoir le trafic sur la machine. Bon, autorisation de CMP, on a déjà fait, hein. C'est au niveau Azure, hein. Donc là, c'est cette partie-là, l'autorisation. Pour moi, puisque je travaille sur Azure, donc voilà, j'ai ajouté cette règle. Vous voyez? Voilà. J'ai ajouté ça dans inbound et outbound. Par exemple, c'est outbound aussi. Voilà. J'ai ajouté cette règle-là. Voilà. Donc, pour vous, vous pouvez utiliser sur Defender. Si vous travaillez, il faut vérifier bien que ICMP, il est ouvert. Sinon, à la fin, il faut le désactiver. Et voilà. Donc là, on a fait deux TP, deux travaux pratiques. Si on le résume, c'est que on a commencé par l'installation de logiciel utilitaire qui s'appelle Wireshark. Pour nous, on a travaillé sur un morceau de réseau comme ça. Donc, j'ai un routeur Internet. Même pour vous, vous pouvez le refaire, bien sûr, hein. Vous avez une machine Windows, vous avez aussi du Internet. Et donc, on a testé le SIMP, on a testé aussi le protocole DNS. Et voilà, donc ces deux-là, c'est important. C'est l'idée de voir que je peux récupérer avec Wireshark euh, ce qu'on appelle les bases euh, de capture de trafic et je peux capturer dans ce trafic-là une trame Internet avec l'adresse IP source en MAC, l'adresse IP destination en MAC aussi. C'est très important. Vous pouvez le refaire, vous pouvez travailler le dedans. Bien sûr, si vous avez des problèmes sur le lab, on va dans la science
visio, je peux vous expliquer parce que c'est important de refaire tout le travail, de tester, trouver des solutions comme le CMP. Tout à l'heure, on a eu de problèmes, mais vu la machine, elle est sur Azure, donc il faut penser à ouvrir les protocoles. Comme ça, je peux faire des captures de trafic. Je peux travailler, voilà, facilement. Voilà, juste dernière chose, juste une dernière vérification. Je ouvre le CMP. Voilà. Juste de vérifier, hein. Il fait un dernier test sur le SCMP. Juste monter. Ah, celui-là, c'est sur l'adresse LUPAC. Peut-être il faut voir l'adresse LUPAC. Je vais l'ouvrir de nouveau parce que c'est sur l'adresse locale, hein, c'est pas sur une adresse distante. Voilà, je vais lancer un capture sur l'adresse LUPAC. Et voilà, c'est bien. Oui, ça diffère, hein. Parce que là, on a deux cartes réseau. Et voilà, ça marche bien. Vous voyez, c'est au fur et à mesure, j'ai des pings de ce niveau, je vais avoir de capture de trafic de l'autre niveau. Là, en fait, c'est quoi? C'est que sur mon PC, sur ma machine, j'ai deux cartes réseau. Une Lupac, c'est le local, et l'autre, c'est ce qu'on appelle l'adresse la carte Ethernet, et l'autre, c'est la carte réseau. Ce sont des cartes réseau distants. Et pour nous, là, au début, ça marche pas parce que je fais un capture sur la carte Ethernet, c'est comme étant la carte pour communiquer à l'extérieur, hein. Et donc, pour avoir sur l'OPAC, c'est l'adresse pour faire un ping local. C'est comme étant, j'ai fait un ping de 127.0.0.1. Et là, comme vous voyez ici, le trafic, ça marche bien. La source, c'est le 10004 et la destination, voilà, c'est 10004. Et comme ça, notre protocole, ça marche bien, ça fonctionne bien et je peux ouvrir peu n'importe ici. Voilà, donc nous donner la source, voilà, tout le protocole, bien sûr, euh, le CMP. Donc, si j'ouvre là, je peux trouver, bien sûr, l'adresse source, l'adresse destination, sans aucun problème. Voilà. Voilà, donc grosso modo, ce qu'on a déjà vu, voilà, sur ce cours à propos l'adressage MAC, les couches liaison de données. J'espère que ce cours il a été bénéfique pour vous. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Bye bye.